présente ce soir par rapport à son année dernière, parce qu'ils sont peut-être un peu moins... De Bourdeau, je ne sais pas si vous vous souvenez, Michel Bourdeau. Non, c'est un enseignant de l'école, il est parti il y a 2 ans, je crois. Non, ça ne dit rien, personne ne connaît Michel Bourdeau, plus personne ne se souvient de lui. Quel scandale. Donc en fait, il se passe en ce moment, dans pas mal de régions de France, on est en train de détruire toutes les périphéries de villes, de détruire comme ce qui va arriver à la cité Cronenbourg. On est en train de détruire tous les HLM, tous les logements sociaux pour les remplacer par on ne sait pas toujours quoi. Alors là, il y a apparemment, il parle en région parisienne de démolir une opération de Émile Aillot. Et donc là, il y a un petit pamphlet que je trouvais très intéressant de Bourdeau. Donc je vous lis juste il y a 3 hontes au saccage et courtières de Pantin. Donc je vous lis juste la première. Donc honte de la maîtrise d'ouvrage, et plus particulièrement de l'Agence nationale de la rénovation urbaine. On le sait, depuis 5 ans, l'ANRU dispose de tous les pouvoirs et de tous les moyens financiers pour détruire, maquiller et métamorphoser nos banlieues en villages de nains. L'enjeu est de faire oublier les véritables questions sociales qui ont miné progressivement ces territoires: abandon des services publics, concentration des sans-emploi, manque de professionnalisme des gestionnaires de ces lieux. L'ANRU est un monstre froid, technocratique, chargé de faire du chiffre, alors qu'il fallait y adjoindre de vrais architectes, des historiens de la ville et des philosophes. L'État, une fois de plus, a préféré offrir cet outil au corps amorphe de petits ingénieurs des DDE. Pantin est le signe le plus visible de toutes les destructions opérées par l'ANRU, jamais évaluées jusqu'à aujourd'hui. Donc, dans votre carrière, vous y pensez, vous y penserez, parce que c'est vraiment au cœur du problème. C'est ce qui se passe en ce moment dans pas mal pratiquement dans toutes les grosses agglomérations françaises. Et à Strasbourg, ils ont commencé avec le Neuhof. Et là, j'ai vu un article il y a 1 semaine ou 15 jours dans la presse. Je pense que la prochaine grosse opération de démolition, ça va être la cité nucléaire à Cronenbourg. Donc vous verrez, vous analysez ce qu'il y a actuellement et par quoi ça va être remplacé. Parce que le but du gouvernement, c'est bien sûr de faire de tous les petits Français des propriétaires de petites maisons individuelles de 95 mètres carrés. Comme ça, au moins, vous serez tous... plus personne ne pourra se déclarer en faillite personnelle et ne pourra se mettre comme personnalité non solvable. Parce que vous aurez toujours une maison qu'on puisse vous piquer. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Donc je travaille depuis 1980, j'ai monté mon atelier en 1980, un peu après le choc pétrolier, donc ça fait 26 ans, 27 ans. Donc j'ai fait mes études à Strasbourg. Avant, j'étais dans une école d'ingénieurs à Brest. Avant, j'étais dans un lycée technique à Thionville. Après, j'ai fait les arts plastiques au Palais U. Et après, j'ai terminé l'école d'architecture. Ensuite, je suis parti 2 ans en Algérie faire ma coopération militaire en tant qu'enseignant. Et quand je suis revenu, j'ai cherché du travail. Mais comme c'était le choc pétrolier, il y avait tout sauf du travail, en plus particulièrement dans le bâtiment. Donc j'ai commencé à faire des petits boulots, des maquettes, des plans pour des bétons, des bétonneux, des plans de réservation, des trucs comme ça. Puis après, peu à peu, les choses se sont un peu améliorées. En 82-83, il y a eu les premiers concours qui ont été lancés. Parce qu'il faut dire qu'avant 82-83, il n'y avait pas de concours. Tout ce que les gens... tout ce qu'on voit en ce moment, toutes les publications, tous les concours et tout, avant 82, il n'y en avait pas. Et après, il y a eu les premiers concours qui n'étaient pas rémunérés. Donc on était 60 architectes, comme il n'y avait pas de boulot, ou 50 ou 60 équipes à Strasbourg à répondre sur un collège. Chacun faisait 2 ou 3 à 0, et à part le premier qui était lauréat et le deuxième qui avait une prime, et le troisième, on lui payait les panneaux. Autrement, les 57 autres, il n'y avait pas une seule indemnité. Donc après, ça a duré 7-8 ans, jusqu'à ce que les gens se rendent compte qu'il y avait un certain travail, et qu'enfin les concours soient rémunérés sur la base d'un demi-APS, je crois, ou d'une demi-esquisse, je ne sais plus, enfin peu importe. Donc ça, c'est un peu ce qui se passait dans les années, fin des années 70 et fin des années 80. Donc ensuite, effectivement, les choses se sont concrétisées, il y a eu beaucoup plus la construction a redémarré à partir de 83-84, donc il y a eu beaucoup plus de choses qui se sont construites et donc appellent bien sûr à des maîtres d'œuvre, à des architectes. Et donc là,
Donc la petite structure que j'avais a un peu décollé, et puis bon, là j'avais pas mal de projets. Alors j'ai travaillé, donc j'ai surtout une activité, donc j'ai toujours une activité d'indépendante, je suis toujours pas en société, je pense qu'à mon âge je ne le serai plus en société, donc j'aurais fait ma carrière en profession libérale, avec plus ou moins de collaborateurs, entre 2 et 3 et 11, quoi, suivant les périodes de travail importants ou les périodes de vaches plus maigres. Donc j'ai toujours eu une activité, si vous voulez, indépendante, et mon atelier en tant que mandataire, et j'ai participé à 2-3 gros projets avec d'autres architectes. Le premier, ça a été la maison d'arrêt de Strasbourg, avec... ça va me revenir. Non, non. Avec... je ne me souviens plus. Le mandataire surtout, hein, je cherche son nom. Il est en retraite, de toute façon, il ne m'en voudra pas. Il s'est retiré dans les Vosges. Dick et Ernel, voilà. Avec Monsieur Dick et son collaborateur Ernel, et avec 2 autres collaborateurs. Donc nous étions 3 jeunes architectes et on a fait ce concours. Et puis bon, ça s'est terminé par une réalisation. Donc ça, c'était le premier gros projet. Donc ensuite, comme gros projet, il y a eu le travail avec Architecture Studio sur le Parlement européen. Et le troisième gros projet, c'est la place de la Gare, là par contre où j'étais mandataire. Donc si vous voulez, là, donc, pour la place de la Gare, donc j'étais responsable de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et donc mon activité, moi ce que j'ai toujours développé dans mon activité architecturale, c'est le fait il faut absolument être curieux, très curieux. Je crois que l'argent, c'est pas une fin en soi, même si c'est un peu la tendance actuelle des nouvelles générations. Mais je crois qu'on peut faire des choses, on arrive à faire des choses intéressantes en laissant un peu tomber comme seul objectif une rentabilité. Moi, j'ai toujours développé dans mon atelier une collaboration avec des gens qui participent au projet du début à la fin. C'est-à-dire que je n'ai pas une personne qui fait des perspectives, une personne qui fait les esquisses, une personne qui fait les plans d'exécution, etc. Tous les collaborateurs, d'ailleurs ça ne leur plaît pas toujours, sont obligés, quand ils travaillent sur un projet, ils commencent à travailler sur l'esquisse, ensuite ils font le permis de construire ou ils participent au permis de construire, ensuite ils font les plans d'exécution. Je les oblige même à faire des pièces écrites, ce qui n'est pas évident. Parce que, quand on veut construire, il faut à un moment décrire ce qu'on a envie de construire, et mieux on le décrit, plus on l'affine, plus on... il parlait tout à l'heure d'aménagement intérieur. Quand vous faites de l'aménagement intérieur, si vous ne décrivez pas exactement le matériau à utiliser, ou comme pour les façades, la mise en œuvre avec les calpinages et tout ça, on n'a rien, quoi. Donc, et tout ça se fait dans les descriptifs. C'est bien beau de faire de belles images. Pardon. C'est bien beau de faire de belles images, mais à un moment, il faut que les gens qui sont chargés de la réaliser aient tous les éléments nécessaires et toutes les connaissances pour pouvoir mettre les matériaux que vous avez prescrits en œuvre de la manière dont vous les avez dessinés. Et là, quand vous allez dans les agences, vous comparerez des fois des projets, des permis de construire avec des photos de la réalisation. Et vous verrez là le travail. L'an dernier, j'avais le travail qu'il faut faire pour obtenir une réalisation. Et que ce soit pour un bâtiment complet, comme pour un mobilier, un objet, etc., le travail est le même. Parce que pour un objet, peut-être qu'avec 20 plans, on s'en sort. Encore qu'un un immeuble, il faudra en faire 100 ou 150. L'an dernier, j'avais fait visiter aux étudiants de 3e année, je crois, un projet d'urban culture à Lingolsheim. Ah bah oui, voilà. Donc ils avaient combien? Je crois qu'ils nous avaient dit qu'ils avaient 200-300 plans, je crois, de détails. Et on voit que tout était, on voyait que tout était dessiné, rien n'était laissé au hasard. L'escalier, l'intersection de la main courante, la dernière marche à plat qui permet à la main courante d'avoir une continuité, etc. Donc tout ça, c'est une pratique, il faut dessiner, quoi. Même avec quel que soit l'outil, il faut dessiner pour arriver à un résultat très, très... Excusez-moi, j'ai un économiseur d'écran un peu particulier. C'est pas grave. Pavillon du centenaire aluminium. Voilà. Ouais, merci. Donc ça, c'est en ce qui concerne la pratique, concernant les détails, enfin le savoir qui... Et ne vous en faites pas, il faut au moins 10 ans pour reconnaître les matériaux, la vie d'architecte, c'est comme une vie complète, mais un peu à une échelle plus courte.
C'est-à-dire il faut au moins 10 ans pour à peu près connaître ce qu'il faut dans le bâtiment, pour pouvoir connaître les habitudes des entrepreneurs, pour pouvoir être un peu performant, pour pouvoir donner confiance aux gens, donner confiance aux entrepreneurs. Après, il y a 10-15 ans, un peu de plénitude, où vous êtes à l'aise, où ça va, les affaires rentrent et tout, il y a du personnel, les agences grossissent. Et puis au bout de 25 ans, donc période dans laquelle je suis rentré il y a quelques années, ça devient beaucoup plus problématique. C'est-à-dire que là, on commence à être un peu, on a les cheveux gris, on commence à être un peu vieux, ça fait 25 ans qu'on est sur le marché. Ça ne veut pas dire qu'on est moins bon, mais bon, les nouvelles générations poussent, donc effectivement, donc il y a quelque chose qui est plus particulier qui se passe. Donc maintenant, je ne sais pas, je suis qu'au début, donc je vais voir dans les 5 ou 10 prochaines années comment ça va se passer. Donc, il y a une autre chose aussi qu'il faut développer dans un atelier d'architecture, c'est enfin, en tout cas, chez moi, je le pratique, c'est la variété des projets. C'est-à-dire que il y a des confrères qui travaillent, qui font du logement. Moi, j'ai un confrère, ça fait 23 ans, qui fait du logement. Il n'a jamais fait autre chose que du logement. Moi, je trouve qu'on a un métier qui nous permet de faire de l'urbanisme, de faire de l'architecture. Dans l'architecture, il y a des écoles, il y a le domaine public, le domaine privé. Enfin, il y a un éventail tellement large, etc. Je trouve que c'est vraiment dommage de rester dans un carcan, de rester dans un seul type d'activité, etc. Parce que, je ne sais pas, je ne sais pas si je l'ai mise, oui. J'ai même travaillé pour réaliser des œuvres d'art, on le verra tout à l'heure, là, pour l'entrée de Mulhouse, pour M. Reynaud, qui avait conçu une œuvre d'art, et la ville de Mulhouse cherchait quelqu'un pour la réaliser. Alors c'est vrai que pour réaliser une œuvre d'art, au début, ils avaient fait appel à un ingénieur, mais l'ingénieur manquait un peu de sensibilité. Monsieur Reynaud voulait des monolithes évanescents, blancs frigo qui rejoignaient le ciel, etc. Et le bureau d'études lui proposait des plaques de marbre blanc montées sur une ossature. Et puis bon, ça n'allait pas, quoi. Donc après, ils ont essayé de trouver un autre groupement qui permette de réaliser cette œuvre d'art, quoi. Donc ça, c'est aussi très important. C'est-à-dire que dans votre activité, il faut toucher à un maximum de choses. Je trouve que c'est vraiment indispensable, ça continue à éveiller la curiosité, vous êtes obligé de vous remettre à l'ouvrage, de connaître d'autres choses, ça évite de s'encrouter. Par exemple, un des derniers projets que j'ai réalisé, c'est une chaufferie bois. Alors chaufferie bois, la première fois qu'un bureau d'études m'a demandé de faire une chaufferie bois, en fait la chaufferie, l'élément très important c'est le silo, c'est la chaufferie, et puis autour il y a un habillage, quoi. Alors c'est vrai que, mais bon, je crois que dans chaque projet, il y a un intérêt et les gens font confiance ou devraient faire confiance aux architectes pour y développer un intérêt, pour y trouver quelque chose d'intéressant, pour trouver une démarche, pour trouver disons, pour que chacun de ces petits projets, que ce soit des chaufferies, etc., deviennent des éléments quand même, parce que la plupart du temps, c'est des éléments urbains, on ne les fait pas en race campagne. Donc il y a une présence et je trouve que tous ces éléments-là sont importants pour former la ville, quoi. Donc, je sais plus, c'est vrai qu'il y avait quelques questions là. Bon, ça me tentait pas trop. Enfin, j'étais pas très inspiré par l'enseignement. Je vais juste, comme j'enseigne dans cette école, je vais juste dire 2 mots parce que des étudiants de temps en temps me posent des questions. Alors c'est vrai que l'enseignement dans une école d'architecture, je trouve qu'elle doit être... C'est là où l'étudiant doit trouver toute la diversité. C'est-à-dire, il doit aussi bien trouver des architectes qui pratiquent un enseignement du style maître avec des élèves, des architectes qui sont rationalistes, des architectes qui sont autre chose. Enfin, je trouve qu'il faut absolument que dans une école, vous, les étudiants, vous puissiez trouver un éventail assez intéressant de personnalités. Parce que moi je suis un peu contre ces écoles où quand on sort de cette école, quand on sort d'un certain type d'école, on a une étiquette. C'est-à-dire dans les régions parisiennes, je crois qu'il y en a une. Et si vous voulez, je trouve que chaque personnalité est différente, donc chaque étudiant a une personnalité différente et chaque étudiant devait pouvoir trouver dans la proposition que fait un directeur ou que fait une école des enseignants de l'architecture, il devait pouvoir trouver des choses différentes
même faire des choses qui ne lui plaisent pas vraiment, mais au moins pour essayer de voir toutes les différentes pratiques d'architecture, les différentes pratiques d'architecte, faire de l'urbanisme, faire de l'architecture avec un prof qui est plutôt maître-élève, où vous êtes là, vous faites ce que l'architecture du professeur, vous ne faites pas autre chose, etc. Je trouve que toutes ces pratiques d'enseignement et de pratiques professionnelles devraient être un peu représentées dans une école. Alors pour ma part, c'est vrai que j'ai plutôt, quand on travaille sur un projet, donc c'est sûr que on commence par une approche urbaine, etc. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à pousser les étudiants dans le projet qu'ils développent plutôt que d'apposer une image. L'image, de toute façon, ce n'est pas toujours ce qui est le plus important, mais ce qui est important, je trouve, quand vous développez un projet, c'est de bien vous sentir, de développer un projet que vous avez envie, que vous aimez, et vous irez d'autant plus loin. Et le seul problème que je trouve de temps en temps dans cette école, c'est que les gens manquent un peu de curiosité, et surtout, les étudiants se mettent des barrières, alors que je ne comprends pas. Moi, je suis des fois étonné de la barrière que les étudiants se posent, alors que je pensais que vous étiez tout fou, tout feu, tout flamme et tout, qu'on était obligé de vous réfréner, de tirer sur les rênes, etc. Alors que c'est le contraire, on est obligé de vous pousser. Vous êtes souvent beaucoup trop timide et tout dans vos projets, quand c'est vous qui devez sortir le projet, alors qu'à côté de ça, vous nous montrez des revues où il y a des choses extraordinaires, quoi. Vous nous montrez souvent, je demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont comme référence, etc. Donc ils m'apportent des revues de projets qu'ils aiment bien dans la production actuelle, ancienne, etc. Et souvent, c'est des projets qui vont très très loin. Et donc les étudiants, il ne faut pas hésiter à y aller. C'est peut-être pas avec tous les profs, mais choisissez-les dans ce cas-là. Hein, je crois que non, mais c'est vrai avec un prof, il vous dira le trait, j'ai entendu mon collègue parler d'une trame tout à l'heure, 1m35 plus 1m35, ça fait 2m70, divisé par 90, ça fait 3, donc c'est les trames de 90, ça a fait dans les années 60-70, il n'y avait que ça qui marchait. Et c'est vrai que faire un projet sur une trame, c'est très très intéressant, parce qu'une trame, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas si frustrant que ça. Alors, il faut le faire au moins une fois pour se rendre compte de ce que c'est, et pas quand on voit un projet tramé, quand on a vu le musée de Villeneuve-d'Ascq, il est quand même assez... mais on peut faire des choses extraordinaires. Voilà, donc ça, c'était pour l'enseignement. Autrement, il y a quelques projets. Donc ça, c'est un projet... donc effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai une activité qui est très, très diverse. Hein, donc ça, c'est des ateliers municipaux à Rhino. Ah non, c'est ici, Max. Je me suis trompé, voilà. Voilà, donc ça, c'était l'idée de ces ateliers, c'était de faire en fait, quand vous faites des ateliers municipaux, un atelier, il faut une hauteur de 4-5 mètres pour mettre des camions, etc. Donc, il demande à peu près 1000 mètres carrés de surface. Et en général, ils n'ont pas beaucoup d'argent. Donc, on fait en général, la volumétrie la plus économique, c'est un toit plat. Alors, quand vous travaillez dans des petites communes, ils disent « Ok, on veut bien vous nous faites des ateliers municipaux, mais nous, on veut un toit alsacien. » Un toit alsacien, alors déjà, ça va coûter beaucoup plus cher. Il y a tout d'un volume qui ne sert à rien, qu'il faut mettre hors gel, etc. Et là, la mairie de Rhino m'avait dit « Écoutez, nous, on veut un toit. » Donc, j'aurais fait un toit. Voilà. Ils étaient un peu fâchés quand même quand c'était terminé. Hein. J'ai plus jamais travaillé pour la commune. En général, les maîtres d'ouvrage, je ne retravaille plus souvent pour eux. Non, là, alors au début, le projet a été présenté, les images ont été présentées, le permis de construire a été déposé, mais les gens, c'est là, vous vous apercevrez dans votre vie professionnelle que les gens ne comprennent pas, la plupart du temps, mais vraiment 9 fois sur 10, ils ne comprennent pas ce que vous dessinez. Ils voient un truc en pente et tout. Quand je leur disais que la toiture était en zinc, que les murs étaient en zinc, ils voyaient le zinc sur le toit de l'église. Ah ouais, le zinc, c'est bien. Mais ils ne se sont pas rendus compte qu'ils allaient avoir ça. Alors dans ce projet, la seule partie loupée, c'est normalement les portes ici. Les 2 portes de garage devaient être recouvertes en zinc. Mais pour faire des portes recouvertes en zinc, on était obligé de les faire ouvrantes comme des portes normales. Et ça, bien sûr, ils préféraient avoir une télécommande avec une porte sectionnelle. Donc ça, ils ont commandé sans mon accord. Un jour, je suis arrivé, les portes étaient posées.
Mais bon, alors, donc ça c'est la partie extérieure. Donc ça c'est à l'intérieur. Donc on est intervenu aussi à l'intérieur. Hein. Le peintre n'a pas voulu faire les lettres qu'on avait, enfin les aménagements qu'on avait faits. Donc on lui a demandé de mettre à notre disposition un échafaudage, des pots de peinture, des pinceaux, et on est allé le faire nous-mêmes. Je sais pas. Donc ça c'est le projet que vous avez connu, qui a été fait avec Richard Normand, qui est là dans la salle. La galerie à l'envers, donc c'est un projet, dans 1994, c'était la date du concours. De 97, je crois qu'on a livré, en octobre 90, début des travaux. Alors 97, on a livré, et 2007, ils ont démoli. Donc ça, c'est la vue aérienne du projet. Et ça, c'était la vue à l'intérieur de la station. Alors la station va redevenir couleur béton. Donc ils l'ont peinte en rouge, après je crois qu'ils l'ont peinte en blanc, et maintenant ils vont tout sabler pour retrouver sa couleur d'origine, c'est-à-dire béton. Donc ça c'était la partie qui nous avait fait gagner le projet, c'est-à-dire que je crois que c'est une partie qu'ils ont préservée, c'est-à-dire que des quais, si vous voulez le principe, c'est à Strasbourg, il y avait au début ils devaient faire un métro automatique. Et finalement, aux élections, Madame Trottmann a gagné les élections en proposant, enfin, son cheval de bataille, c'était le tramway, donc en surface. Et nous, on devait travailler sur la seule station qui était enterrée, donc qui avait plus une image de station de métro qu'une station de tramway. Donc ce qu'on a fait, le grand principe, c'était que sur des quais, on voyait la façade de la gare, comme si on était sur une station aérienne. Donc dans le cadre de cette galerie à l'envers, on avait créé une ligne de mobilier urbain, donc avec des luminaires, des bandes de propreté, des bancs. Et ça, c'était... Donc le garde-corps a été dessiné par M. Barthaud, donc en aluminium, qui a été réalisé, c'est en fonte d'aluminium. Et les sièges, c'est des petits strapontins qui ont... à un moment, les gens nous demandent... Donc ça, c'est le dernier projet, c'est la chaufferie bois, Niederbronn. Donc là, si vous voulez, le mandataire était un bureau d'études. Donc c'est à côté de la piscine, si des gens connaissent le site de Niederbronn, c'est tout à l'arrière, derrière la piscine. On avait un chemin piéton qu'il fallait préserver et on était à flanc de colline. C'est-à-dire qu'ici, à droite, non, à gauche, pardon. Ici, vous avez le silo. Dans cette partie-là, tout ça, c'est le silo. Il y a les camions qui arrivent au-dessus qui déversent les copeaux. Les copeaux sont ensuite acheminés dans la chaufferie qui se trouve avec les 3 hublots rouges. Enfin, les hublots, c'est pour montrer la technologie des chaufferies bois. Comme c'est subventionné par la région, donc c'est bien de montrer les technologies de pointe qui fonctionnent avec des copeaux qui viennent de Pologne. C'est par rapport à Grenelle hier, non, ce matin. Donc ça, c'est la chaufferie. Donc vous voyez, on a une rue c'est la route de la lisière, qui est vraiment la lisière de la forêt. Et ensuite, on descend en pente douce jusqu'à la piscine, jusqu'à la chaufferie, aux locaux techniques de la piscine. Donc là, on voit le dessin d'origine et la chaufferie. Donc ça a été livré il y a quelques mois, là, il y a 4 ou 5 mois. Donc ça, c'est la cité Weiss, la cité à Neudorf. Donc oui, il y a une période où j'ai réhabilité pas mal de logements. Je répondais à des concours qui avaient été lancés, je crois, par Castro dans les années 90-91, ou juste avant, 89-90. Et si vous voulez, j'ai réhabilité, j'ai fait 4-5 concours dans tout l'Est de la France avec des équipes de sociologues, des paysagistes. Et on a réhabilité des logements à Verdun, à Rethel, à Strasbourg, à Épernay.
à Lauterbourg, et c'est chaque fois des opérations entre 150 et 250-300 logements. À Grès, on avait perdu le concours. On avait perdu 2-3 concours. Bon, si vous voulez, c'était une période, pendant 3-4 ans, on a dû rénover entre 1500 et 2000 logements. Et après, les logements sont venus les cités universitaires. Alors, on a réhabilité la cité de la Robertso. Donc le principe, c'était de garder des chambres sans salle de bain, enfin de garder des sanitaires, de doubler les sanitaires qui se trouvaient au bout de chaque couloir, mais de garder des chambres simples de 9 mètres carrés avec uniquement un lavabo. Et donc ça, c'était la deuxième réhabilitation, c'est la cité Weiss. Donc la cité Weiss est passée de 400-500 chambres à la moitié, à 250 chambres environ. Et le principe, c'était de prendre deux chambres de 9 mètres carrés et de faire une seule chambre de 18 mètres carrés, cette fois-ci avec une cuisinette, avec une cellule trifonction, comme ils disent, avec un WC, un lavabo et une douche, et avec un coin travail et un coin repos. Donc ça, si vous voulez, le bâtiment extérieur, on avait fait 2-3 projets, mais on n'a jamais pu y toucher. Par contre, on a réhabilité entièrement l'intérieur. Et c'était une réhabilitation assez lourde, parce qu'il y avait une mise en conformité, comme c'est un bâtiment qui fait plus de 28 mètres, il y avait en plus une mise en conformité. Voilà, alors ça, si vous voulez, quand on a livré cette cité, on avait créé des luminaires, si vous voulez. Comme on avait 2 portes avec des huisseries métalliques qui étaient scellées dans le béton, qu'on n'arrivait pas à enlever, donc on avait eu l'idée donc une porte, il fallait la préserver. Comme on réunissait 2 cellules, il y avait un encadrement de porte qui était disponible. Alors on a monté un matériau phonique et on l'a transformé en luminaire. Alors chaque cadre de porte avait 1 ou 2 tubes fluorescents posés à l'intérieur et à l'extérieur, et comme habillage extérieur, on a mis un polycarbonate avec une photo d'un des étudiants. Alors lors de la livraison du bâtiment, on s'était installé avec un photographe strasbourgeois dans le hall, il avait monté un petit studio, et tous les étudiants qui arrivaient avec leurs valises pour occuper leur chambre pouvaient se faire prendre en photo, et avec une autorisation bien sûr, parce que c'est pas si facile que ça de faire des photos. Donc ils nous ont signé un papier, une décharge, on pouvait utiliser leurs photos pour mettre sur ces luminaires. Alors après, tous les couloirs étaient agrémentés de photos des différents étudiants. Alors certains voulaient la photo à côté de leur chambre, d'autres ne voulaient surtout pas la photo à côté de leur chambre, et d'autres voulaient bien se faire prendre en photo, mais on ne pouvait pas utiliser leurs photos à cette fonction-là. Et à la fin de l'année scolaire, il y a à peu près 20% de photos qui ont été arrachées. Donc c'est bien, comme ça, on continue avec les nouveaux étudiants. Donc ça, c'est tous les aménagements intérieurs, tous les couloirs, toutes les chambres. Là aussi, ce sont avec des budgets, pour le Crous, c'est vraiment des budgets au ras des pâquerettes, quoi. Donc ça, c'est l'étude qu'on avait fait pour une cellule, pour un logement. Et qui finalement, donc on a réalisé la partie d'eau et la salle d'eau et la cuisinette. Si vous voulez, le principe, c'était... Le problème qu'il y a dans les chambres d'étudiants, c'est le bruit qui vient des couloirs. Donc en général, on a une porte et le maximum, la zone la plus faible au niveau acoustique, c'est bien sûr la porte. Alors nous, ce qu'on avait imaginé, c'est faire une grande partie technique ici, où on trouvait la cuisine, la salle d'eau, et ici on avait un grand panneau coulissant qui permettait de faire un sas ici et du coup de couper pas mal le bruit par rapport au couloir. Et ce panneau coulissant ferme ce sas et en même temps ouvre la cuisine. Mais tout le reste des aménagements n'ont pas été... le Crous s'en est occupé lui-même. C'est eux-mêmes qui ont fait des dessins et qui ont fait réaliser. Voilà. Donc ça, cette partie-là, nous l'avons réalisée, donc avec le panneau coulissant où il y a une partie tableau, il y a une partie rangement, etc. Et le reste du mobilier, on n'a pas pu... on a fait des projets, mais ça n'a jamais été réalisé. Pardon. Donc ça, c'est la réalisation que j'avais évoquée tout à l'heure pour la diversité que peut avoir l'architecte dans son activité. C'est la réalisation d'une œuvre d'art pour M. Reynaud.
Jean-Pierre, bien sûr, pas Fernand. Donc, attendez voir, je regarde. Ah non, ils m'ont pas mis Si vous voulez, donc le principe, c'était des monolithes qui avaient une progression arithmétique dans leur hauteur, et donc ils voulaient que ce soit des monolithes très blancs, etc. Donc, ce que j'expliquais tout à l'heure, si on recoupe tout ça, au niveau de chaque intersection avec la pluie, la pollution atmosphérique et tout, ça fait chaque fois des coulures. Et si vous voulez, donc là, lui, ce qu'il voulait, c'est un élément, le plus haut fait 21 mètres, je crois. Donc il voulait quelque chose de monolithique. Et finalement, on l'a fait réaliser, vous le voyez ici, c'est par les ateliers Eiffel à Lauterbourg. En fait, ce sont des espèces de gros tubes carrés en acier qui ont été refraisés sur les quatre faces parce qu'ils voulaient quelque chose de parfait, ils voulaient des angles vifs. Donc là, ils ont une fraise qui peut fraiser des pièces jusqu'à 25 mètres de long. Et donc, c'est de la tôle de 3 mm soudée. Donc, c'est une espèce d'énorme tube qui a été fraisé sur quatre faces et ensuite qui a été laqué. Donc, ça, c'est le genre d'activité, c'est le genre de défi que j'aime bien, c'est de trouver des solutions entre la technique et l'astuce, etc., pour arriver à réaliser quelque chose le plus conformément possible à l'image qu'a transmis l'artiste. Ah oui, ça c'est l'habilitation du tribunal d'instance d'Ilkirch-Grafenstaden. Donc on a aussi une activité d'aménagement d'intérieur. Donc on a réhabilité ce palais de justice. On a aussi, donc là on a créé les bancs de la salle d'audience. On a aussi réhabilité la trésorerie générale de Bar-le-Duc. Donc ça c'était un autre travail. Et si vous voulez, c'est une activité, ça représente au moins 15 ou 20% de notre activité, l'aménagement intérieur, qui se fait d'ailleurs avec une architecte d'intérieur qui s'appelle Marie-Delphine Dauchin. Donc c'est, par exemple, ce banc-là, c'est elle qui en est l'auteur. En général, on a une répartition comme ça, on a une répartition où les projets sont faits ensemble, et ensuite, au niveau des travaux, ou de la description des matériaux, si vous voulez, moi je m'occupe plutôt de la grosse cavalerie, un peu du clos couvert, si vous voulez, et puis elle s'occupe après de tout ce qui est plus au niveau du mobilier. On avait dessiné une Marianne aussi, là je ne sais pas. Normalement, il y avait encore 2 projets. Comment On va recommencer. Non. Il y avait encore, je vais voir ce qui restait comme projet. Oh, c'est bon. Il restait, donc là-haut, c'est la salle d'audience où vous voyez les bancs habillés. Donc la partie en tôle a été habillée par... Ouais. Donc c'est ça, non, ça c'est le dernier. C'est celui-là. Rien, ouais, d'accord. Bon, on peut passer à celui-là. Donc on passe au dernier projet, c'est le siège d'une société à Renheim. C'est une société qui fabrique, c'est Wiener-Berger, je ne sais pas si vous connaissez, c'est le deuxième producteur mondial de produits en terre cuite. C'est une boîte d'origine autrichienne qui fait des briques, des tuiles, des briques pleines, enfin bon, ils ont une activité principalement de production de briques. Donc ils m'ont demandé en 2002 de faire ils avaient fait un petit concours auprès de 3 architectes
Strasbourg, 2 architectes strasbourgeois, un architecte parisien. Et donc, il fallait leur faire un projet pour le siège de leur bâtiment à Renheim. Alors moi, j'étais parti du matériau qu'ils produisaient comme source pour la forme du projet. Donc, si vous voulez, ce projet, il y a 2-3 matériaux. Donc, il y a de la brique pour tout ce qui est partie bureau, et la partie avant, c'est de l'aluminium. Et on retrouve ça à l'extérieur, à l'intérieur. C'est devenu un peu obsessionnel, quoi. Et donc, que ce soit dans le mobilier, dans les aménagements intérieurs, on a utilisé uniquement ces 2 matériaux. Bah alors. Voilà. Donc ça, c'est la partie, il y a une grande terrasse en haut, en face de la salle de réunion. Ça, c'est la salle de réunion. Alors toujours pareil, aluminium. La table, c'est une grande table qu'on a dessinée en aluminium. Sur les murs, il y a de la brique. Et on voit à droite les grands placards qui sont aussi couverts d'aluminium. Il y avait ça et puis un type de bois. Donc ça, c'est l'escalier qui mène au bureau, à l'étage, parce que le bâtiment était sur pilotis, parce qu'il fallait... le patron de cette société est lourdement handicapé, il se déplace dans un siège roulant motorisé. Et donc, il fallait qu'il puisse mettre sa voiture vraiment pas très loin de l'ascenseur. Donc, le bâtiment était sur pilotis, parce que aussi les pilotis, ça nous plaisait bien, mais ça permettait de mettre la voiture juste à côté. Il y avait une porte qui menait directement à l'ascenseur. Mais évitez... Voilà. Et ça, c'est le projet qu'on a fait l'année dernière pour eux. Ils voulaient faire une extension. Alors, comme c'est déjà la 2e extension que je fais pour eux, je leur avais proposé de faire un bâtiment neuf. Voilà. C'était surtout toujours pour ce projet-là. Le projet tout à l'heure a été nominé aux Brick Awards de Vienne de 2004. Voilà. Donc ça, c'était le dernier projet qu'on a fait pour eux. C'était toujours sur le même thème entre la production et la production de l'entreprise par rapport au projet. Non. Donc ça, c'est le projet de la maison d'arrêt. Ça, c'est un concours qu'on avait fait pour Colmar, pour des logements pour étudiants rue du Grillenbright. Ça, c'est... Tout le monde le connaît, je pense, j'espère. Ça, c'est le dernier concours fait avec Richard Normand, ici, à Haguenau. Et ça, c'est des logements que je suis en train de réaliser pour Opus 67, à bailleur social, à Wingersheim, dans un village alsacien. Voilà. Et ça, c'était une mosaïque des projets qu'on a pu faire. On est pas mal intervenu aussi pour l'aviation civile à Strasbourg. Voilà, terminé.